Salutations et bienvenue à tous pour ce Donc Voilà Quoi numéro 4. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires des vidéos précédentes. Ces questions m'ont été posées par Matt Matre. Alors, je ne sais pas comment il faut prononcer. Je vois qu'il y a deux R à la fin du pseudo. Donc, je m'excuse si j'écorche le pseudo. Et les deux questions sont finalement assez liées. La première pose sur mes domaines de compétences, à savoir est-ce que je suis plus calé sur les aspects techniques ou historiques. Et la seconde est sur, tout simplement, je les afficherai à l'écran, sur on va dire, mes recommandations bibliographiques. Alors, concernant la première, il y a une grosse différence entre mes connaissances techniques et mes connaissances historiques. C'est que mes connaissances techniques, elles sont d'origine pratique, c'est-à-dire ce sont des choses que j'ai pratiquées. La réparation des armes, c'est quelque chose que j'ai fait. Le démontage des armes, c'est quelque chose que je connais très bien. Il y a un certain nombre de vidéos qui peuvent vous en donner un avant-goût sur la chaîne principale Alain et Publications. Voilà, et mes travaux reposent essentiellement là-dessus. Donc mes connaissances techniques, elles sont d'ordre pratique, elles sont bien évidemment complétées par une instruction théorique et un retour d'expérience partagé de ce milieu professionnel. Donc on va dire c'est à la base, mon cœur de métier, c'est le côté technique. Comme je me définis très souvent, je suis technicien armement petit calibre. Et ensuite, mes connaissances historiques, eh ben, tout simplement, elles sont principalement livresques. Et aussi aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'on acquiert des connaissances par le biais d'Internet, et on va en reparler avec les problématiques bibliographiques, de justement toute la complexité de ce sujet-là, en fin de compte, de traiter l'historique à travers des choses où finalement, on n'a pas les sources. Et même parfois, quand on a des sources, on peut être trompé par des sources. Donc toujours être extrêmement prudent avec les considérations historiques. Donc, je dirais que dans l'absolu, on peut tout à fait me questionner sur les deux aspects, parce que ben, ça fait quand même, on va dire, en parallèle de ma pratique de la technique des armes, l'aspect historique des armes à feu, c'est quelque chose que j'étudie. Je trouve le terme un peu pompeux, mais pourtant il est sans doute pas usurpé. L'histoire des armes, ben, depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai accumulé un certain nombre de connaissances, j'ai lu un certain nombre de bouquins. Alors j'ai sorti quelques bouquins là, c'est pour tout à l'heure quand on va parler de bibliographie, pour faire quelques exemples. Voilà, mais donc voilà, il y a pas de mal à me poser des questions sur les deux. Dans les deux cas, si je ne sais pas, je dirais je ne sais pas. Et dans les deux cas, quand je vous dis quelque chose, de toute manière, ne vous privez pas d'aller recouper l'information. Déjà, une première chose avec, est-ce que ça vous paraît cohérent ce que je raconte? Parce que si ça vous paraît incohérent, ben, n'hésitez pas à vous dire que peut-être que je raconte des conneries et qu'il ne faut pas me croire. Ça, chacun est juge. Et ensuite, aller recouper avec d'autres sources et d'autres personnes qui vont vous dire d'autres choses. Voilà, je vais vous dire ce que tout le monde dira. Je suis sincère dans ma démarche et honnête. Je suis pas sûr que tout le monde le soit, mais en tout cas pour ma part c'est le cas. Mais je suis sûr que tout le monde dira la même chose. Voilà, ça c'est la première des questions. Et la deuxième question, c'est par rapport aux sources bibliographiques. Alors, les sources bibliographiques, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème avec les armes à feu. Alors pourquoi je dis c'est un problème avec les armes à feu? Parce que les armes à feu, contrairement à tout un tas d'autres sujets, le matériel d'étude est tout simplement dur à obtenir. C'est-à-dire quand on veut parler d'une Kalachnikov en France, il faudrait dans l'absolu avoir la possibilité non seulement d'avoir accès à la dite Kalachnikov avec ses caractéristiques militaires, hein, c'est-à-dire le tir en rafale, mais il faudrait également être capable de pouvoir mettre en œuvre cette arme-là dans des conditions, on va dire, proches de ce pourquoi elle a été pensée. Je citais la Kalachnikov, mais évidemment, ça pourrait se faire pour tout un tas d'armes. Donc il y a des armes pour lesquelles, finalement, c'est relativement plus simple que d'autres. Donc on va prendre le cas des armes de poing, la plupart sont en catégorie B, elles sont relativement accessibles. On a accès à des stands de tir qui nous permettent largement, on va dire, de vérifier la précision et ce qu'on peut attendre de ces armes-là. Et par contre, là où ça devient problématique, c'est quand on va commencer à parler d'armes de guerre et d'armes de guerre notamment automatiques. Et c'est quand même un sujet qui intéresse énormément les gens. Voilà. Alors évidemment, il y a d'excellents ouvrages sur tout un tas d'armes, que ce soit en français ou en anglais, et que ce soit des armes de catégorie C, de catégorie B ou de catégorie A. Pour les armes de catégorie C, je pense immédiatement aux ouvrages de Luc Guillou sur les Moser 98 qui sont pour moi excellents. Il n'y a, y a, pas- y a pas de sujet là-dessus. Pour les armes de catégorie B, vous en trouverez également plein. Et pour les armes de catégorie A, vous en aurez et ça sera déjà un peu plus compliqué. On va s'en rendre compte souvent avec les armes de catégorie A parce que souvent les photos vont être on va dire, plus rares. Les photos des armes démontées se feront plus rares. Les détails techniques se feront sans doute un petit peu plus rares. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est la difficulté. À la base, il y a une dernière difficulté, mais que je vais garder pour la fin.
Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien beau d'avoir dit ça, mais quels ouvrages choisir? Alors moi, quand j'ai commencé à, on va dire, à m'acheter une bibliothèque, alors je vous passe l'épisode où j'étais adolescent et où j'allais dans le centre-ville de Toulouse, dans des librairies acheter les Guillaume Tell de surplus qu'il y avait parce qu'on trouvait pas grand-chose, ou ce que je trouvais à la librairie du Leclerc de Sainte-Thorens et de Gameville, voilà, avec des ouvrages qui étaient pas foufou, clairement pas, voilà, et qui ne sont pas avec des ouvrages d'auteurs français connus qu'on peut trouver aujourd'hui, mais qui sont des ouvrages traduits. Voilà, mais quand j'ai commencé, on va dire, à constituer une vraie bibliothèque, tout simplement à l'époque, j'allais à la librairie AC Collection, me semble-t-il, à Paris, donc qui était à côté de la place République. Donc j'allais là-bas, j'y allais souvent le samedi matin, et je passais un moment là-bas à regarder, à feuilleter les bouquins, et je choisissais les livres en fonction de leur contenu. J'en ai acheté des bons et j'en ai acheté des moins bons. Je suis arrivé, on va dire, à la conclusion suivante. Il y a des ouvrages généralistes qui vont traiter du sujet de façon très très large et finalement pas apprendre grand-chose et surtout beaucoup se répéter. Donc ces ouvrages-là, c'est pas mal de les avoir. Je dis pas qu'ils sont pas intéressants. Je dis que il faut être conscient des limites de ces ouvrages et que c'est également, on va dire, la question de quel est votre investissement en termes de temps et en termes de, on va dire, investissement cognitif par rapport à ça. Ils peuvent être très très intéressants, y a aucun souci là-dessus. Et après, vous avez des ouvrages qui vont aller beaucoup plus loin. Donc ces ouvrages-là, généralement, vont traiter une moins grande quantité d'armes, vont ressembler de plus en plus à des pavés, souvent, moi, ce que j'apprécie énormément, outre le fait qu'il y ait du texte, j'apprécie énormément quand c'est bien documenté photographiquement et intelligemment photographiquement. C'est-à-dire photographiquement, pour moi, c'est pas juste la photo de l'arme recto verso. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on a des photos de détail de l'arme, quand on a des variations de production, quand on a des photos de l'arme démontée, voire parfois des photos de pièces détachées, de choses comme ça. Donc ça va être effectivement des choses qui vont énormément m'intéresser. Ces ouvrages-là, ils vont exister aussi bien en anglais qu'en français, et par contre, en allemand, en russe, et voilà, parce que la littérature euh, allemande et russe, faut pas la négliger. On va beaucoup parler ici de la littérature anglaise, parce qu'évidemment, toujours pareil, le premier marché mondial de l'armement petit calibre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc il est normal que la littérature soit focalisée autour de la langue anglaise. Faire une publication dans une autre langue que l'anglais, c'est un pari. Hein. C'est vraiment un pari parce qu'on sait très bien qu'on touchera beaucoup moins de gens et donc ça sera beaucoup moins viable. Voilà, donc n'oubliez pas ça quand vous achetez un livre en français, les gens ont fait l'effort de publier en français. Mais quand vous voulez taper large, vous allez publier en anglais. Mais les Allemands ont une vraie culture de l'armement et pareil, les Russes ont une vraie culture de l'armement. Je suis sûr qu'il y a d'autres pays qui ont des vraies cultures de l'armement. Je serais très curieux de savoir les publications qui peuvent exister en tchèque. J'ai lu des auteurs tchèques, c'était très intéressant. Je les ai lus en anglais, je précise. Je suis convaincu aussi que, par exemple, en Pologne, il y a des choses très intéressantes. Et je suis convaincu que j'oublie plein de pays. Voilà, n'en prenez pas ombrage. Pourquoi moi je parle de l'allemand, du russe et de l'anglais? L'anglais, je le maîtrise. L'allemand, j'ai des notions. Le russe, j'ai des notions. Donc j'arrive à me balader dans ces livres-là. Et au besoin aujourd'hui, la technologie aidant, tout simplement, on peut assez facilement traduire un passage qui va nous intéresser. Donc on peut apprendre des choses par ce biais-là. Voilà. Donc voilà un petit peu mes recommandations bibliographiques. Et après, ça c'est une chose, alors c'est pas le dernier point que je voulais aborder, le point c'est en discuter avec des gens qui déjà lisent. Le dernier ouvrage que j'ai lu, que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est Misfire, donc c'est un ouvrage fait par deux vétérans de la guerre du Vietnam qui parlent du M16. Cet ouvrage, pourquoi je l'ai lu? Parce que Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres me l'a passé et m'a recommandé sa lecture, sachant qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue sur ce bouquin, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler, Thomas et moi, dans une émission sur sa chaîne. Donc je ne vais pas divulgacher ici. Damien, si tu m'écoutes, je sais qu'à chaque fois que je dis divulgacher, tu pètes un câble. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc il y a celui-là. Et ensuite, par exemple, un des derniers ouvrages que j'ai acheté, pareil, c'est une recommandation qui m'a été faite par Thomas et un ami à lui qui s'appelle Théo, que j'ai également rencontré, qui a un bouquin en russe sur le SVT 40. Voilà, alors ouais, c'est un pavé. C'est un pavé, mais je vais essayer de trouver une page. Voilà, je vais vous parler de photos, de détails des armes. Là, ce bouquin, il en est littéralement rempli. Là, on va apprendre énormément de choses et ça va remplacer quelque chose qui est, on va dire, assez compliqué.
c'est l'accès au matériel, ce que j'évoquais tout simplement tout à l'heure. Parce qu'au-delà du classement, il y a des armes, tout simplement, elles sont trop rares et on ne va pas les trouver facilement. Donc, voilà. Vous voyez quand je dis donc voilà, là j'ai pas mis le quoi, mais bon. Donc voilà, ça va être on va dire, très important, le bouche à oreille. Et après, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des bouquins, on va les acheter sur Internet. Et quand on va les acheter sur Internet, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc c'est vraiment tout le problème et c'était pour ça que les librairies, alors je sais pas où ça en est à Paris, parce que j'ai vécu donc en région parisienne pendant un certain temps et j'y allais régulièrement pendant un certain temps. Là, ça fait longtemps que je ne vais plus en région parisienne, enfin j'y vais, mais très épisodiquement et pour des besoins extrêmement ciblés, donc je ne vais pas, on va dire, faire du tourisme en région parisienne. On va pas se mentir, j'ai strictement horreur de ça, voilà, de me balader dans Paris, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Voilà, et surtout, à ma connaissance, la librairie, elle avait fermé. Alors je pense qu'il y a encore la librairie du Hussard. La dernière fois, je le mettrai à l'écran, le bouquin, je l'ai commandé donc sur une librairie en ligne qui avait l'air très intéressante. Je sais pas s'ils ont une boutique, mais en tout cas, ils avaient un choix qui était très intéressant, qui est une librairie française. Et merci à eux, parce qu'en plus ça, le prix était tout à fait raisonnable du bouquin. Petit ajout en post-production pour préciser que cette librairie, c'est la librairie du collectionneur, qui n'est autre que, si j'ai bien compris, la continuité historique de la librairie Le Hussard, et qui a donc une salle d'exposition dans le 91. Voilà, pour les gens qui sont en région parisienne. Et non, ce n'est pas un partenariat commercial, je suis client, mais je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam. Et voilà, et donc après, quelques exemples de bouquins. Le Bolotin, un excellent ouvrage de référence sur l'histoire des armes russes et soviétiques. C'est fabuleux, surtout que c'est écrit par quelqu'un qui en fait était à l'intérieur de la Russie soviétique et qui a connu la plupart des inventeurs dont il parle. Donc il parle, on va dire, c'est une source de première main et c'est relativement rare en histoire. Donc c'est relativement rare. C'est pas rare, mais en histoire de l'armement, en fait, c'est relativement précieux. C'est ça que je veux dire. Ce bouquin qui est sur les Kalachnikov, alors il en existe d'autres. Je sais qu'il y a un Hollandais, je crois, qui a fait un bouquin en 3 tomes, qui pareil, il est pas mal, mais je l'ai pas. Mais alors j'ai celui de Frank Anamico sur la Kalachnikov. C'est absolument génial, même si dedans il y a quelque chose dont je me fous éperdument. Il parle des variantes civiles du marché américain. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ça n'a aucun intérêt pour moi, ni d'un point de vue historique, ni d'un point de vue technique. Voilà. Mais par contre, il écrit à l'adresse de son public, qui est le public américain. Et le public américain, ça l'intéresse, donc c'est justifié. On va avoir la même chose dans un bouquin de Joe Poyer que j'avais acheté sur les Kalachnikov, où je me disais, chouette, j'avais lu son bouquin sur les SKS, c'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses à apprendre, et en fait, l'écueil qu'il y avait sur la Kalachnikov, c'est qu'en fin de compte, n'ayant pas accès aux armes qui tirent en rafale principalement, il s'est focalisé, alors pas accès dans la quantité qu'il aurait fallu, parce que sur les Kalachnikov, ce qui est intéressant, c'est les variantes de production. Mais donc, il avait accès à quelques armes en rafale, mais il a surtout focalisé son bouquin sur les armes nativement semi-automatiques qu'on trouve facilement sur le marché américain. Et en fait, il avait fait la même chose sur le SKS, sauf que le SKS, il est nativement semi-automatique. Donc, il parlait de l'arme réglementaire. Mais là, donc, du coup, son bouquin sur les Kalach, il ne parle pas spécialement des armes réglementaires. C'est toute la difficulté. Petit ajout en post-production encore une fois, je me suis trouvé dur avec les bouquins de Poyer, comme je disais, celui sur le SKS est vraiment très très bon, alors il est co-auteur sur celui du SKS, et celui sur l'AK il est intéressant, mais on va dire il ne satisfaisait pas mon appétence par rapport aux questions que je me posais, c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Et c'est toujours pareil, hein, on n'attend pas tous la même chose des bouquins. Ce bouquin que j'ai sorti, c'est pas pour rien. Edward Clinton Hetzel, donc Kalachnikov, The Arms and the Men, donc c'est la réédition de The AK-47 Story, qui est donc un ouvrage absolument, c'est un ouvrage historique qu'il faut contextualiser, et je l'ai sorti justement pour parler de cette problématique-là, de la contextualisation. L'ouvrage est fabuleux. Hetzel, c'est le mec qui a fait venir Kalachnikov, c'est pour ça, il est en photo sur le truc, ça c'est Hetzel, pardon, et ça, hop, pardon, ça, évidemment, c'est Kalachnikov. C'est le mec qui a contacté Kalachnikov, et c'est le mec qui l'a fait venir aux États-Unis, qui a échangé avec lui, et donc il a écrit, on va dire, une espèce de biographie de l'histoire de l'AK-47 à la fin on va dire, de l'Union soviétique. Donc on est fin des années 80, début des années 90. Et l'ouvrage, il faut le contextualiser, il n'a pas à l'époque l'accès à toute la ressource qu'on a aujourd'hui. Donc il y a, on va dire, des lacunes dans le livre. Il va manquer des informations par rapport à des variantes, par rapport à ces choses-là, mais parce qu'il faut remettre le bouquin dans son contexte. Et quand ce bouquin est sorti, la qualité du travail est exceptionnelle. De toute manière, le feu Edward Clinton Hetzel est un excellent auteur américain. Voilà, il y en a plein des excellents auteurs américains. J'aurais pu sortir, je vais le sortir. Ce livre,
sur les fusils d'assaut de Nelson et Johnson, c'est pareil, c'est génial. Il y a des erreurs dedans. Il y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais. La masse d'informations est fabuleuse et je suis convaincu que les erreurs qu'il y a dedans sont des erreurs sincères. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas cherché, parce que c'est un truc qui m'énerve chez les producteurs de contenu, c'est les gens qui cherchent, qui ne cherchent pas et qui balancent, qui assènent des vérités. Façon, le Fnap 43, 400 coups par minute. Il n'y a aucune raison de penser que ça fait 400 coups par minute. C'est parce qu'un jour, quelqu'un l'a écrit dans un livre et la personne le répète sans réfléchir. Typiquement, le genre de truc qui me saoule. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà, donc là, il y a des erreurs. On n'est pas dans ce niveau d'erreur-là. Mais voilà, l'ensemble de l'ouvrage est fabuleux. C'est une ressource documentaire sur les fusils d'assaut qui est absolument fabuleuse. Donc, voilà. Et c'est pareil pour toutes les sources. Soyez critique de la source, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Clairement, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Avant de parler du dernier problème, évidemment, je me fais un petit coup de pub, vu qu'on parle de trucs. Voilà, le guide pratique des armes à feu, toujours disponible sur Internet. Je vous laisserai chercher, parce que si je cite le nom de la plateforme, il y a des chances que je me fasse striker, donc on va pas le faire. Voilà, guide pratique des armes à feu. Pourquoi je me suis mis à écrire? C'est une occasion de le redire. Je me suis mis à écrire parce que, déjà, j'avais des choses à dire. C'est une manière de structurer sa pensée, et parce que je ne trouvais pas en langue française des choses qui on va dire, qui satisfassent mon appétence pour le sujet technique. Et donc c'est pour ça, et j'ai orienté, quand vous lirez ou quand vous avez lu mes publications sur les publications, les choses sont extrêmement techniques. Parfois même des copains vont me dire c'est même trop technique. Oui, mais pour moi en fait c'est jamais trop technique, et j'imagine que des petits Arnaud Lamotte, il y en a partout dans le monde. Donc enfin partout dans le monde, partout en tout cas en France et partout dans le monde. Donc je m'adresse également à eux. On a toujours un public. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et la dernière chose qu'il faut évoquer, je ne cible pas particulièrement d'auteurs, parce que je connais pas d'auteurs, on va dire, suffisamment pour dire qu'ils le sont. Enfin, il y a plusieurs auteurs que je connais, voilà, dans les auteurs français, Lu Guillou, Jean Yon, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, mais je dirais pas que je connais plus que ça, Philippe Rigenstroff, avec qui j'ai échangé à quelques reprises. Voilà, mais là, comprenez bien que ce dont je vais parler, ça ne s'adresse pas aux auteurs français, parce que je crois pas avoir de cas en tête, mais par contre, dans ma carrière professionnelle, ça a été un vrai problème, et on en reparlera, c'est le problème des mythos. Les mythomanes, dans ce milieu, c'est impressionnant. Il y en a plein. Donc méfiez-vous des histoires à dormir debout, méfiez-vous des mecs qui vous expliquent que avec une mitrailleuse M2, il a pété une pièce de 2 centimes à 2 km. J'exagère le trait, hein, mais par contre les gens qui le disent avec d'autres armes, dans d'autres configurations, etc. et compagnie, méfiez-vous de toutes ces histoires qui sont un petit peu trop belles. Et on va les retrouver sur Internet à travers les forums. Les forums, il y a des trucs très bien. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a des mythos sur les forums. C'est indéniable. Il y a des trucs, ça se tapait la tête contre les murs. Et toutes les critiques que j'ai formulées là pour les bouquins vont s'appliquer pour les vidéos YouTube, bien évidemment. Parce que c'est exactement la même démarche. La grosse différence entre écrire un livre et faire une vidéo, c'est le support qu'on va choisir, et il y a les contraintes du support. Je préfère l'écrit très largement à la vidéo. Voilà. Mais force de constater qu'on ne passe pas et on ne touche pas le même public. Mon Dieu, la vidéo fait déjà 17 minutes 48. Je vais arrêter là. Voilà. Donc bon, c'était la dernière chose dont je voulais faire attention. Méfiez-vous des mythos, méfiez-vous des gens qui ont tout vu, qui savent tout. Méfiez-vous des gens qui s'inventent des passés qui n'ont pas. Moi, ça a été, et je l'ai appris à mes dépens. J'ai commencé dans ce milieu extrêmement bien entouré en 2003-2004 chez Gilles Sigro, avec quelqu'un qui est toujours là, Gilles, et je l'embrasse, qui a une vraie démarche de passionné, c'est-à-dire de chercher les choses, de partager ses connaissances et de ne pas chercher à tromper autrui. Il est comme tout le monde, il est comme moi. Un jour, il peut dire une bêtise, mais ce sera pas volontaire, ça sera une bêtise comme tout le monde en dit et tout le monde en fait. Une fois de plus, ce n'est pas grave. Ce qui est criminel, c'est quand on le fait intentionnellement ou quand on le fait parce qu'on s'en fout. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils le font parce qu'ils s'en foutent. Voilà. Oui, dernier petit ajout en post-production, parce que je me rends compte en faisant le montage que je n'ai pas explicité je l'ai appris à mes dépens. Donc comme je disais, j'ai eu la chance de commencer avec quelqu'un de sincère et bienveillant, je vais pas revenir là-dessus, mais par contre derrière dans ma carrière, j'ai croisé énormément de mythomanes qui m'ont raconté des histoires à dormir debout, tant sur leur passé
que sur leur prétendue connaissance et compréhension de l'armement, et qu'arrivé à un certain moment, étant jeune et naïf, je suis rentré dans ce métier-là à globalement 22 ans et au ministère de l'Intérieur à 23 ans, j'ai cru et j'ai tenté de raisonner avec les explications que ces mythomanes m'avaient données. Et vous pouvez aisément le comprendre, avec de nombreux déconvenus derrière. Alors certes, ça m'a construit, mais cette construction s'est faite, on va dire, au prix d'une perte de temps considérable. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, justement, je veux sensibiliser les gens là-dessus. Méfiez-vous de tous ces gens qui vous racontent des histoires à dormir debout ou qui ne sont pas capables de vous expliquer des choses par le biais, on va dire, je vais appeler ça pompeusement, la science. Mais en armement, c'est par le biais de la mécanique. Une fois de plus, et je le redirai souvent, la mécanique armurière, c'est pas une mécanique d'une extrême complexité. C'est une mécanique qui a des spécificités, il y a des choses à savoir, mais ce n'est pas inaccessible. Donc ne désarmez pas et autorisez-vous l'idée que oui, c'est à votre portée. Donc un petit peu voilà ce que j'avais à dire. Donc méfiez-vous de ces gens-là. Et donc voilà quoi. Allez, la prochaine vidéo qui sortira vendredi, je vous rassure, on parlera de technique, on va parler de Kalachnikov. A plus.